Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce 15e webinaire de la JE. Nous avons le plaisir ce matin de recevoir Cédric Philibert, auteur du très récent Climat et les énergies de l'espoir qui a été publié, je crois, le 16 octobre par les éditions des Petits Matins. Cédric connaît particulièrement bien les relations entre l'énergie et le climat. Il a probablement été l'un des premiers auteurs francophones à écrire sur les conséquences néfastes des changements climatiques. C'était en 95 avec le livre La Terre brûle-t-elle. Par la suite, 90. 90, Quatre-vingt-dix. autant pour moi, c'est encore mieux. Donc ça fait 35 ans. Par la suite, il a été expert auprès du ministère français de l'Environnement, du programme des Nations Unies pour l'environnement, c'était la section industrie, me semble-t-il, Oui. puis de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, j'ai oublié l'ADEME entre les deux. Ces dernières années, vous avez tenté de réconcilier les Français avec la voiture électrique et les éoliennes, deux leviers de la transition énergétique qui sont particulièrement malmenés en France. Et dans l'ouvrage dont vous allez nous parler ce matin, vous réglez leur compte aux empêcheurs de transitionner en rond, celles et ceux qui estiment que la transition ne peut avoir lieu puisqu'elle n'a jamais eu lieu dans le passé, celles et ceux qui affirment que le réchauffement n'est pas si grave, celles et ceux qui font commerce d'une impossibilité de transitionner parce que cela détruirait la nature et la biodiversité, celles et ceux enfin qui n'envisagent les questions énergétiques que sous l'angle atomique. Bref, vous entendez remettre les pendules à l'heure et démontrer que l'on a les moyens techniques de réaliser une transition. Reste à savoir si elle sera heureuse pour tout le monde. Avant de vous céder la parole, je voulais vous remercier de remettre à l'honneur dans votre introduction une scientifique qui a été trop longtemps oubliée, qui s'appelle Eunice Newton-Foot, qui est en fait celle qui a découvert les propriétés réchauffantes du gaz carbonique. Elle avait publié un article, c'était en août 1856. Euh, Je me rappelle comme si c'était hier. et oui, mais c'est la science officielle a retenu l'article publié 3 années plus tard par John Oui. Tyndall, un physicien britanno-irlandais, et c'est cet article que la science a retenu et pas celui de Eunice. Donc merci de la remettre à l'honneur, et je vous cède la parole, Cédric. Merci Valérie. Je vais donc tout de suite partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir suivre. J'ai une présentation, pour une trentaine de minutes et une trentaine de diapositives. Alors, dans le livre, il y a quelques schémas, mais il y en a quatre. Je me suis vraiment limité à l'essentiel. Là, je vous en donne un peu plus sous forme visuelle. Voilà, donc de quoi je parle effectivement dans ce livre. Valérie vous l'a présenté pour l'essentiel. Donc, j'ai une introduction qui parle un peu du backlash actuel, et que je l'ai appelé transition-rébellion. C'est des gens qui se rebellent contre la transition. C'est assez net, ça prend des tas de formes différentes. Bon, je tourne un peu autour de ça. Ensuite, j'aborde vraiment les énergies du soleil, qui sont les énergies de l'espoir. Les énergies du soleil, c'est le solaire, bien sûr, mais c'est aussi l'éolien, l'hydroélectrique, la biomasse, toutes ces énergies qui, au fond, dérivent de l'énergie solaire. J'explique que la transition après la décarbonation de l'électricité, c'est la nécessité de tout électrifier, parce qu'au fond, les énergies du soleil sont quand même fondamentalement électrifiable. C'est par l'électricité qu'on va pouvoir chasser les combustibles fossiles des usages finals. Ensuite, j'aborde la question qui est si souvent posée. D'abord, est-ce qu'on a les ressources nécessaires? Et ensuite, est-ce que à déployer des éoliennes, des panneaux solaires, des batteries de voitures électriques pour lesquelles il faut des matériaux, donc il faut des mines, on va détruire la planète en voulant la sauver, si j'ose dire. Et puis, je m'en prends dans un quatrième chapitre aux théories que je trouve inefficaces et contre-productives de la décroissance. J'explique que la sobriété est nécessaire, mais la décroissance ne sauvera pas le climat, ce n'est pas un bon mot d'ordre. Et je conclus, je reviens en conclusion sur le backlash, ses causes, ses conséquences et la façon dont les différentes oppositions à la transition, qu'il s'agisse effectivement du fossile, qu'il s'agisse des fanats du nucléaire qui voient dans
c'est pas le cas de tous les gens du nucléaire, mais certains fanats du nucléaire ne voient dans le nucléaire, dans les renouvelables, qu'une concurrence déloyale faite au nucléaire, et puis les décroissants qui disent que bah, tout effort est vain et seule la décroissance pourrait nous tirer d'affaire. Voilà, j'explique comment tous ces gens, au fond, échangent leurs arguments et se renforcent mutuellement. Voilà, donc le réchauffement est là depuis, c'est très net depuis 2020. Les grands incendies qu'on a eu d'abord en Australie, ça tourne tout seul, c'est petit problème. Euh, et c'est exactement comme on l'avait prévu. Alors, je montre le bouquin que j'ai effectivement publié en 90, avant même le GIEC, mais la science était là. Moi, j'ai rien inventé. Je ne suis pas un scientifique, mais j'étais un journaliste scientifique à l'époque. Et voilà, tous les éléments étaient là, et donc les prédictions fondamentales n'ont pas changé. Et au fond, ce qui se passe vérifie très exactement ce qui a été annoncé par les scientifiques depuis même avant le GIEC et ensuite par le GIEC. Pourtant, le climato-scepticisme résiste, mais il se transforme. Donc, il y a évidemment toujours le lobby fossile qui est très fort. Mais il y a, on le voit par l'évolution sur les réseaux sociaux, ici YouTube, une évolution des thèmes. C'est-à-dire le climat a toujours changé, rien de neuf, ce discours-là perd en importance. Il y a par contre une maintenance, une conservation du thème. Le climat change, mais ce n'est pas de notre faute, nous n'y sommes pour rien. La science du climat n'est pas crédible, ça se maintient aussi assez fortement. C'est pas si grave, c'est un courant minoritaire. Et puis ce qui monte, c'est les solutions proposées ne marcheront pas. C'est la transition est impossible. C'est rien de ce qu'on fait ne peut servir si on ne change pas tout, si on ne met pas à bas l'industrie, le capitalisme, la société moderne, la démographie, etc., etc. Voilà l'évolution de ce que j'appelle le climato-scepticisme, parce que les solutions proposées ne marcheront pas. En réalité, ça se ramène finalement, dans la plupart des cas, à du climato-scepticisme. Et là, je voudrais donner quelques exemples. Arthur Keller, les solutions font partie du problème. Euh, Jean-Baptiste Fressoz, l'échec de la transition énergétique. Philippe Biwix, on va manquer de ressources. Célia Isoard, on est en train d'enfouir la crise climatique au fond des mines et c'est donc une catastrophe. Et puis, évidemment, Jean Covici, la fin de notre civilisation est inévitable, on va manquer de tout et sans pétrole, on ne pourra plus faire tourner notre civilisation et donc on va vers une décroissance forcée. Voilà. Euh, alors moi, je ne vois pas les choses comme ça et je m'appuie d'abord sur la présence des énergies du soleil et leur abondance, le potentiel est considérable. Vous avez ici, là, je suis remonté ici aux sources, c'était euh, un lobby pétrolier qui avait fait cette présentation à l'AIE avec l'énergie solaire annuelle ici qui se compare aux ressources de pétrole, de gaz, de charbon et même d'uranium. Et vous voyez que l'énergie annuelle est supérieure aux énergies cumulées que nous avons, qui sont fossiles ou nucléaires. Et cette énergie solaire se donne lieu à l'énergie éolienne, à l'énergie hydraulique, à la biomasse. Donc, en fait, c'est toutes ces énergies qu'il va falloir regarder ensemble. Et alors, le potentiel est une chose, ensuite il faut montrer qu'on peut les capturer. Et là, vraiment, il faut regarder ce qui est en train de se passer, parce que pendant très longtemps, les renouvelables sont restés dans la confidentialité, sauf l'hydroélectricité, qui est là depuis longtemps, et puis la biomasse, bien sûr, qui n'est pas électrique, qui n'est pas fondamentalement électrique, donc j'en parle pas ici. Ici, je me concentre sur l'électricité. On est resté très longtemps à moins de 20% de la production électrique mondiale et c'était essentiellement de l'hydroélectricité. Et puis l'éolien est sorti du néant et grimpe rapidement. Il est ici. Et puis plus récemment, le solaire est sorti du néant et là, il vient de rattraper. En fait, c'est en train de se passer maintenant d'ailleurs. Il est en train de rattraper l'éolien. L'ensemble fait 15%. Et du coup, les renouvelables sont passés de moins de 20% à 30% en 2023 ici, et puis vont arriver très vite à 40% en 2028 ou 2027, et en 2033, 32, 33, devrait faire 50% de la production électrique mondiale. Donc c'est quand même maintenant un phénomène très rapide. Et la croissance du solaire là-dedans est particulièrement spectaculaire, puisque au début, bah, il fallait euh, en 2005 encore, il a fallu un an pour mettre dans le monde 1000 mégawatts, 1 gigawatt.
l'équivalent de la puissance, pas l'énergie, mais l'équivalent de la puissance d'un réacteur nucléaire. 5 ans après, on a fait ça tous les mois. On en a mis 12 dans l'année. Puis ensuite, on a mis ça toutes les semaines. On a mis 50 ou plus dans l'année. Et puis à partir de 2023, on a fait ça tous les jours, puisqu'on en a mis plus de 365 et ça continue à augmenter. En 2024, on était à 560 et quelques. Et puis on sera probablement à 650 cette année. On verra où on va. Je pense qu'on sera au terawatt avant très longtemps, c'est-à-dire aux milliers de mégawatts par an avant très longtemps, c'est-à-dire 3 gigawatts par jour. Ça, c'est le solaire. Le solaire est ce qui grimpe le plus vite. Mais l'éolien est extrêmement important aussi, en tout cas pour tous les pays tempérés. Dans les pays tempérés, on a beaucoup besoin d'éolien, parce que l'éolien marche mieux en hiver, le solaire marche mieux en été, et dans les pays tempérés, c'est surtout en hiver qu'on a besoin d'électricité. Donc, c'est important de voir que les deux énergies se complètent fortement. Et je l'ai exprimé ici en pourcentage de la génération électrique mensuelle. Donc, on voit que bah, la cloche solaire hein, sur l'année, elle est largement compensée par les mouvements inverses de l'éolien en termes saisonniers. Et ça permet, ça évite d'avoir des besoins de stockage considérables. Vous observerez que tous les gens qui disent que les renouvelables ne peuvent pas faire l'affaire, ils isolent toujours les énergies renouvelables pour dire oui, mais le soleil, la nuit, il brûle, la nuit, il n'y a pas de soleil, en hiver, il n'y en a pas assez, etc. Ah, l'éolien, des fois, ça s'arrête. Voilà. Mais quand on regarde les deux ensemble, et puis avec le renfort de l'hydroélectricité quand c'est disponible, eh bien, on a une figure extrêmement différente et la gestion de la variabilité est incroyablement plus simple que si on devait gérer chacune de ces énergies séparément. En même temps, on a un effondrement des coûts qui est quand même spectaculaire, hein. L'énergie solaire était l'énergie la plus chère il y a 15 ans. C'est devenu aujourd'hui l'électricité la moins chère, en tout cas à la sortie des centrales. Alors, je sais bien que les gens disent oui, mais il y a des coûts supérieurs liés à la variabilité. Je ne le conteste pas. Je parle là des coûts sortis de centrale. On est quand même devenu l'énergie la moins chère, alors que les énergies fossiles ont en gros pas changé. Bon, l'éolien a aussi été divisé par, peut-être pas par 10 mais par 3. Et puis les batteries, qui quand même jouent un rôle important pour la gestion de la variabilité, au moins sur l'échelle de la journée, hein, permettent d'effacer les pics du matin et le pic du soir. Eh bien, le coût des batteries s'est effondré. C'est pour ça qu'on a l'explosion qu'on a des voitures électriques. Selon le GIEC, ça c'est quand même quelque chose de nouveau. Si je regarde les rapports du GIEC, les 6 rapports d'évaluation depuis 1992 ou 90 pour le premier et le dernier, on a quand même une vision très différente parce qu'on a réussi à hiérarchiser les solutions. Il y a 20 ans, 30 ans, on donnait en vrac toutes les solutions, la capture et le stockage du carbone, le nucléaire, les économies d'énergie, la sobriété, euh, les énergies renouvelables, bon, la biomasse, la reforestation, etc. Maintenant, on a des hiérarchies. Alors là, on n'a pas tout mis, mais on a mis tout ce qui concerne l'énergie et on voit que le solaire et l'éolien sont les énergies qui ont les potentiels de réduction d'émissions les plus importants à court terme, très nettement. Et c'est intéressant d'observer la couleur et le code couleur. Ça veut dire que tout ce qui est bleu, c'est ce qui ne coûte rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de l'argent pour investir. Ça veut dire que sur la durée de vie des équipements, eh bien, on est moins cher que les alternatives. Donc, c'est pour ça que ça se développe aujourd'hui. Ça se développe dans des pays parfois surprenants. Le Pakistan connaît actuellement un boom solaire sans précédent. On trouve du solaire plus que dans le nord de la France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, enfin, dans des pays qui ne sont pas connus pour leur soleil intense. Voilà, c'est parce qu'il y a des potentiels d'action à coût nul qui deviennent maintenant très importants. euh, et puis évidemment, il y a un côté sécurité énergétique, hein, et depuis la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pays d'Europe ont encore accéléré leur passage aux renouvelables. Alors c'est intéressant de regarder dans le monde euh, le potentiel des renouvelables en multiple de la demande totale d'énergie. Vous avez les pays pour lesquels c'est super abondant, c'est essentiellement l'Afrique, vous avez les pays pour lesquels c'est abondant, toute l'Amérique latine, le Mexique,
le Kazakhstan, la péninsule arabique, l'Australie. Voilà, ces pays-là peuvent vraiment sans difficulté couvrir tous leurs besoins et éventuellement exporter des produits à haute tenue énergétique à haute teneur énergétique vers d'autres pays. Après, vous avez les pays qui sont largement suffisants. Donc, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la France, c'est l'Espagne, le Royaume-Uni, etc. Et puis, vous avez une catégorie de pays qui sont un peu justes. Et ça, c'est ceux qui ont c'est considéré comme un peu juste parce qu'ils ont moins de 10 fois le potentiel des renouvelables, c'est moins de 10 fois leur demande d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ça veut dire que ça peut peut-être créer un peu d'encombrement. Et là, vous avez un certain nombre de pays au centre de l'Europe, ainsi que le Japon euh, et la Corée du Sud, qui sont un peu justes de ce point de vue-là. Euh, Malgré tout, la population mondiale, vous avez 14% de la population qui est dans des pays exportateurs de pétrole et 86% dans des pays exportateurs, euh, je dirais ici, euh, 86% qui sont dans des pays qui importent des hydrocarbures. Donc, vous voyez l'importance de générer son électricité à partir de ses ressources propres de solaire et de vent. Et puis voilà, vous avez 92% de la population qui est dans des pays super abondants, euh, ou en tout cas suffisants. Et puis vous avez 6% de la population mondiale qui est dans des pays un peu justes en termes de ressources renouvelables. Donc ça ne fait pas du tout le même déséquilibre qu'on a avec les fossiles qui sont quand même très fortement, qui sont concentrés. Et des pays qui sont largement démunis, comme l'Europe, comme l'Amérique, comme beaucoup d'Amérique latine, beaucoup de pays d'Afrique qui sont, enfin ça dépend. Mais en tout cas, en Europe, on n'en a pas beaucoup. Voilà. Alors, je voudrais vous montrer rapidement le scénario zéro émission nette en 2050 qu'a publié EDF à Bruxelles, malheureusement pas à Paris, il n'en parle pas tellement en France, mais c'est dommage parce que c'est très intéressant. Ça concerne un ensemble de pays, donc j'en parle pas mal dans le bouquin. Ça concerne la France et ses voisins. C'est pas toute l'Europe, il n'y a pas les pays nordiques. Par contre, il y a la Suisse, il y a le Royaume-Uni, où évidemment EDF est fortement présent, etc. Et puis avec lesquels on est interconnecté. Donc c'est assez intéressant. Ce scénario, c'est comme le scénario français de la stratégie nationale bas carbone, c'est on passe on divise, on réduit de 40% l'énergie finale, qui est ici exprimée en térawattheure, mais ça prend en fait l'électricité, mais aussi les carburants et les combustibles. Euh, et on arrive à ça par des économies d'énergie et surtout par l'électrification. Et dans le même temps, l'électricité qui aujourd'hui fait 21% ici, en moyenne, sur ces pays, cet ensemble européen, on est plus élevé en France, on est à 27%, ça devient 57% de la demande finale d'énergie en 2050. Donc il y a une électrification qui se fait, qui est pas totale, hein. Vous avez encore de la chaleur, vous avez de la biomasse solide, vous avez de la biomasse liquide, vous avez du biogaz, vous avez des e-fuels, etc. Mais voilà, l'essentiel devient quand même électrique. Et d'où vient cette électricité? C'est ça qui est intéressant. Je rappelle que c'est le plan d'EDF, qui est l'un des plus gros producteurs d'électricité nucléaire dans le monde. Et bien dans ce mix électrique qui évolue, qui grossit, parce que l'électricité remplace les carburants et les combustibles, eh bien, on a la part du nucléaire qui diminue de 25 à 16%. Ça ne veut pas dire que le nucléaire diminue en térawattheure, ça veut dire qu'il diminue en part relative. On a les fossiles qui disparaissent pratiquement. On a l'hydroélectricité qui diminue parce qu'on a équipé tout ce qu'on pouvait équiper de l'hydroélectrique classique en tout cas. Donc on passe de 11 à 6%. Et finalement, qu'est-ce qui gagne? Eh bien, c'est le solaire qui passe de 7% aujourd'hui à 24%. Et c'est l'éolien qui passe de 13% aujourd'hui, 15% avec l'offshore, à 44%. Donc, vous voyez que c'est tout à fait intéressant parce que EDF, qu'on soupçonne de ne vouloir pousser que le nucléaire, nous explique que voilà, si on veut un mix décarboné en 2050 qui soit capable de grossir suffisamment pour chasser les combustibles fossiles des transports, des bâtiments, des usines, eh bien, il faut surtout faire de l'éolien et du solaire, même si on continue à développer le nucléaire.
ça devient quand même très très important de faire les autres. C'est un message, je pense, qui serait intéressant de donner à tous les gens qui combattent aujourd'hui les énergies renouvelables au nom du nucléaire, parce que c'est vraiment absurde. Si je regarde maintenant la situation de plan global, le scénario de l'AIE, cette fois pour le monde entier, eh bien, c'est un peu pareil. On a une forte diminution. Il y a un truc qui ne va pas dans cette image. On a une forte diminution des... Il manque la légende, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est les fossiles. Ça, c'est le nucléaire, donc qui, pareil, qui grossit, mais qui, au fond, en part, n'augmente pas. On reste à 9%. C'est l'hydroélectricité qui grossit, parce que dans le monde, elle continue à grossir avec des grands barrages dans les pays en développement, mais ça reste autour de 10%, comme le nucléaire. Vous avez bon, la bioénergie, la géothermie, tout ça, c'est relativement marginal, sauf dans quelques pays. Et puis, vous avez l'éolien et le solaire qui deviennent les énergies principales. Et comme l'électricité devient l'énergie finale principale, hein, ça passe de 20% aujourd'hui à 55%, eh bien, ça devient les énergies principales de l'humanité, ça devient le solaire et l'éolien, tout simplement. Euh, alors, ça paraît surprenant qu'on puisse penser à des changements aussi rapides, hein, c'est un peu tout le thème des Fressos, des Václav-Smil et autres sceptiques, Biwix, les effondristes en général, ça ne peut pas se développer aussi. Bah, quand on regarde dans l'histoire des technologies, on voit quand même des changements qui ont parfois été extrêmement rapides. Alors au début, quand il y a une découverte, ça va doucement, puis il vient un moment où ça s'accélère. Donc la technique en place ne bouge pas au début, hein. Et on voit, je sais pas, ici par exemple, le gaz, le remplacement du gaz par l'électricité. Donc au début, ça grimpe un peu, il se passe à peu près rien ici, puis tout à coup, ça grimpe fortement et là, ça s'effondre. Voilà. Et on a donc des comportements X comme ça. Dans le livre, j'ai donné que cet exemple-là, le passage pour la force mécanique dans les usines entre la vapeur et l'électricité. Voilà, ben, il y a une forte croissance, la vapeur charbon et l'électricité. Voilà, on voit bien la différence. Et comment, après un moment ou de croissance souterraine, tout à coup, il y a une technologie qui explose et puis l'autre qui est en place qui, qui s'efface. Alors, les temps de la transition, les deux temps de la transition énergétique, c'est quoi? C'est mon deuxième chapitre, c'est une fois qu'on a décarboné l'électricité, enfin, en même temps qu'on décarbone l'électricité, mais quand même, c'est un peu une deuxième étape. Parce que décarboner l'électricité, c'est bien, mais l'électricité, c'est un peu moins de 40% des émissions de CO2. C'est 20% de l'énergie finale, mais quand même 40% des émissions de CO2. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Il faut les supprimer quasiment entièrement. Donc, il faut électrifier tout, c'est-à-dire les bâtiments, les usines, les transports. Voilà ce que chez Ember, on a représenté comme ça en montrant ici la montée des renouvelables et puis ensuite l'électrification pour chasser les fossiles, d'ailleurs, qui aujourd'hui dans le monde font encore 80% de notre énergie. Alors, l'électrification est une source importante d'économie d'énergie parce que c'est souvent beaucoup plus efficace. Si on regarde ici les transports, on voit que quand on a du fuel, hein, c'est de l'énergie, c'est considéré comme de l'énergie finale, mais il y a encore des pertes considérables dans les moteurs thermiques, alors que dans les moteurs électriques, on a des pertes beaucoup plus petites, donc on a une très forte amélioration de l'efficacité. Dans la chaleur, bah, il n'y a pas beaucoup de pertes, donc on se dit on ne va pas pouvoir faire mieux. En fait, si chaque fois qu'on va pouvoir mettre en place une pompe à chaleur, on va aller chercher des calories dans l'extérieur froid de la maison et les mettre dans l'intérieur chaud des appartements ou des maisons. Et quand on va faire ça, eh bien, en fait, on va, avec un tout petit peu d'électricité, avoir 3, 4, 5 fois plus de chaleur dans la maison. Donc, on va avoir une efficacité apparente tout à fait supérieure à celle qu'on a avec un chauffage. Et puis, évidemment, dans les centrales électriques aussi, on a énormément de pertes d'énergie primaire ici, qu'on n'a pas en convention, hein, je vous accorde, c'est une convention, mais qu'on n'a pas dans les bilans comptables, donc avec les renouvelables. Ce qui veut dire qu'en fait, une des choses que les adversaires de la transition expliquent, c'est que les renouvelables, finalement, ça fait que l'éolien et le solaire, ça fait quelques pourcents de l'énergie primaire, mais en fait, ce qui compte, c'est combien ça va pouvoir faire d'énergie finale. Et en fait, c'est très différent parce qu'on va supprimer toutes ces pertes et on va pas avoir besoin de ces pertes. Et donc, on n'a pas besoin de remplacer ces pertes-là. On a besoin de remplacer que l'énergie utile. Voilà. Euh,
Le développement des véhicules électriques est exponentiel. On entend souvent, tous les 3 jours, on nous annonce que ça s'effondre et que ça ne va pas se faire. En réalité, c'est en train de se faire partout, avec d'abord les 2 et 3 roues, ensuite avec les voitures, ensuite avec les camions et les bus, et puis les points de recharge publics, c'est en augmentation constante. Bon, en France, là, vous avez vu que les derniers chiffres sont bons. Dès qu'on a remis un peu de leasing social, eh bien, il est déjà rempli à 80%, etc. Donc les gens se précipitent. Dès qu'on abaisse un peu le coût d'achat, qui effectivement est élevé en raison de la stratégie des constructeurs automobiles, qui voudraient bien maintenant avoir un répit, ce qui serait le plus mauvais service qu'on pourrait leur rendre, mais on y reviendra si vous avez des questions. Bon, les solutions avancent pour l'industrie. Alors, l'industrie, c'est important, hein, c'est 32% des émissions totales. Dans le monde, hein, c'est plus important que les transports, surtout si on affecte à l'industrie les émissions de l'électricité qu'elle consomme. Ici, on n'a pas fait apparaître l'électricité, production d'électricité comme un secteur indépendant. Du coup, on a tout intégré dans les consommations. Les bâtiments, c'est surtout de l'électricité. L'industrie, c'est une part d'électricité. Le transport, c'est une plus petite part d'électricité. Voilà. Mais donc, voilà, l'industrie, c'est évidemment important. Et puis, dans l'industrie, il y a 3 gros morceaux. C'est le ciment. Le ciment est surtout important, non pas pour l'énergie qu'il consomme, mais parce qu'il y a des émissions de procédés qui augmentent considérablement les émissions de CO2. La chimie, c'est un peu le contraire. C'est beaucoup d'énergie et des émissions de CO2 quand même importantes, mais finalement pas. C'est le troisième grand morceau dans le monde. En Europe, c'est en train de devenir un morceau très important. Puis la sidérurgie, alors c'est à la fois beaucoup d'énergie et des émissions de procédés. Et puis les autres, c'est beaucoup d'énergie, évidemment, des émissions. Voilà, donc on a ces 3 grands morceaux, ciment, chimie, sidérurgie, et puis tout le reste qui compte beaucoup dans les émissions de CO2. Alors, je ne décris pas, je ne vais pas vous embêter avec ça, on y reviendra si vous avez des questions, mais les solutions sont en train de se mettre en place doucement. C'est très difficile dans un contexte international dominé par la non-coopération. Euh, c'est un vrai problème politique. C'est pas un problème technique, contrairement à ce qu'on entend dire. On a les techniques pour faire du ciment propre, pour faire de l'aluminium propre, pour faire des flexibles, pour faire de l'acier sans émissions de CO2, pour faire des plastiques avec beaucoup moins d'émissions de CO2. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire, il faut faire n'importe quoi, mais malgré tout, une des dimensions des plastiques, c'est quand même les émissions de CO2 associées à la consommation d'énergie dans leur production, et il ne faut pas le perdre de vue parce qu'on ne va pas non plus se débarrasser complètement des plastiques demain matin. Voilà. Donc, on a ces éléments, mais ils sont difficiles à mettre en place s'il n'y a pas un minimum de coopération et de non-compétition, parce que c'est des dimensions importantes dans le contexte industrielle internationale. Alors ensuite, j'aborde les questions de la transition sur une planète finie et fragile, ce qui me paraît important aussi. Donc effectivement, je vous apprends rien. Ce schéma a souvent été mal lu, c'est un schéma de l'AIE qui a souvent été mal lu, parce qu'on a dit on va multiplier par 25 la consommation de graphite ou par 20 la celle de cobalt ou de nickel. En fait, c'est pour la production d'électricité et le stockage, donc batterie incluse. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le même facteur de multiplication pour l'ensemble des usages, hein. Mais voilà, c'est quand même des trucs importants. Ce qu'on a perdu de vue la plupart du temps, c'est que ces métaux sont en général très faibles dans l'extraction minière. Si je regarde l'extraction, la réalité de l'extraction dans le monde, d'après le PNUE, euh, d'abord, pour moitié, c'est des minerais non métalliques d'extraction. Ensuite, pour un quart, c'est la biomasse. Ça va de la pêche à la forêt, à l'agriculture, etc. Ensuite, pour 15%, c'est des énergies fossiles. Le charbon, c'est 8 milliards de tonnes de charbon et c'est 40 milliards de tonnes de terre remuée pour avoir ces 8 milliards de tonnes de charbon. Et puis, il y a les concentrés métalliques, et ça, c'est 10%. Et je ne parle pas des métaux, je parle bien des concentrés métalliques, c'est-à-dire de ce qu'on extrait avant retraitement. Et là-dessus, les métaux, il y a 3 métaux qui comptent pour plus de 80% de cette extraction, c'est le fer, le cuivre et l'or. De ces trois, seul le cuivre est vraiment touché par la transition énergétique. Et les autres, c'est des nains à côté. Le nickel, c'est 2%, le cobalt n'apparaît même pas, le lithium, c'est 3 fois rien. Donc, ce qui est intéressant de regarder, ce que j'ai regardé en détail avec un géologue émérite, c'est le cuivre. Et l'histoire du cuivre est très intéressante parce que
On nous dit, on nous affole en nous disant oui, la teneur de cuivre dans les mines diminue. Donc on va vers l'extinction, hein. C'est en gros les thèses de Philippe Biwix et autres. Bientôt on n'aura plus de cuivre. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire que euh, la teneur diminue, mais les dépôts qui ont des teneurs faibles sont bien plus grands et bien plus volumineux que les dépôts à teneur riche. Et du coup, au fur et à mesure qu'on exploite, eh bien, les réserves augmentent. On est parti en 95, on avait 360 millions de tonnes de réserves. Depuis, on a extrait 650 millions de tonnes de cuivre et maintenant, on a 1 milliard de tonnes de réserves. Et je ne parle pas des ressources qu'il y a derrière, c'est plutôt 5 milliards et ça dépend encore jusqu'où on les mesure, parce que si on les mesure un peu plus profond, c'est encore beaucoup plus. Donc voilà, en fait, les réserves augmentent avec l'extraction. Alors ça paraît curieux parce qu'on a toujours dit, je répète, moi, depuis 50 ans, une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Et c'est vrai, mais on est très loin des limites, c'est ça que je veux dire. Parce qu'une fois qu'on a dit une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible, on n'a rien dit sur où on en est vraiment. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe, on voit que les dépôts riches s'épuisent, la teneur des minerais diminue avec le temps, mais il y a des économies d'échelle et du progrès technique qui font que la courbe à chaque instant, si vous voulez, plus la teneur est faible et plus il faut mettre d'énergie pour extraire, mais le progrès technique diminue ça constamment. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on extrait une tonne de cuivre avec la même énergie qu'on le faisait il y a 50 ans ou 70 ans dans des minerais qui étaient beaucoup plus riches, grâce au progrès technique, grâce aux économies d'échelle. Alors, ça ne veut pas dire que demain, ça va forcément être la même chose, mais il y a quand même beaucoup de signes qui permettent de le penser. Voilà, un autre sujet que j'aborde longuement, c'est les rapports entre le déploiement des renouvelables et de la biodiversité. Donc, on nous affole toujours avec la place que ça prend, la place que prennent les éoliennes. En fait, on mesure, quand on veut nous faire peur, on mesure la surface totale sur laquelle se déploie le vent qu'on va capter, mais en fait la surface des éoliennes là-dessus, ce qui est artificialisé, c'est extrêmement petit. Et entre deux éoliennes, on peut faire, en principe, on n'est pas censé habiter, mais on peut faire tout le reste. On peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'élevage, etc. Et pour le solaire, en réalité, c'est pareil. Si je regarde ce qu'il nous faut, on nous affole en nous disant avec le solaire au sol, on n'a plus de souveraineté alimentaire, il faudrait mettre tout sur les toits où c'est 2 à 3 fois plus cher. Non, c'est pas vrai. En fait, il nous faudrait euh, un tout petit pourcentage de la surface au sol. Et quand on regarde la surface totale, bon, ici on a les biocarburants par exemple, on a tout ce qui est forêt et milieux naturels, les territoires agricoles, là on a ce qui est artificialisé. Dans ce qui est artificialisé, il y a des constructions. Voilà, et là, il y a le solaire déjà installé, et puis là, il y a ce qu'il nous faudrait. Voilà, on est dans un, un petit pourcentage de ce petit pourcent, hein. Voilà. Donc, il faut arrêter de nous faire peur avec ça. Et c'est pas ça qui va. Quand je regarde les, les- ce qui abîme la biodiversité, c'est le changement climatique, c'est les espèces invasives, c'est le prélèvement abusif, c'est la pollution généralisée. Les éoliennes ou les panneaux solaires, ça arrive tellement loin derrière que c'est ridicule d'en faire un argument. Euh, voilà. Alors ensuite, parce que très souvent, l'argument des gens qui s'opposent localement, euh, et on leur fournit des arguments à tire-larigot, les think tanks fossiles ne cessent de répercuter, d'inventer des arguments écologiques contre les renouvelables sans arrêt pour sauver leur business. Et c'est souvent repris par les gens du nucléaire, mais c'est aussi souvent repris par les décroissants. En fait, il n'y a pas besoin de ce projet parce que la décroissance et la sobriété va suffire. Ben non. Alors la sobriété, elle est utile et elle est, dans certains secteurs, elle est indispensable, le transport aérien, la viande de ruminants, parce qu'on n'a pas de solution technique. Donc il faut faire des progrès de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas en attendre plus que ce que ça peut donner. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets rebonds partout, directs ou indirects. Vous faites des économies ici, mais vous allez dépenser l'argent ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui manifestent pour gagner moins que ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Euh, je donne un exemple un peu approfondi sur le covoiturage. On croit que le covoiturage diminue les émissions. Ben, ce n'est pas du tout évident. Pour l'instant, le covoiturage, il augmente plutôt les émissions parce qu'il ne déplace pas des gens euh, euh, de la voiture vers une.
une voiture où il y a plus de gens, il déplace des gens qui n'auraient pas voyagé, qui auraient pris le train, voilà. Et en réalité, il fait plutôt concurrence à des modes sobres qu'à des modes très, 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 très polluants, très émetteurs. Alors, il peut y avoir des conditions dans lesquelles le covoiturage diminue les émissions, si c'est très bien organisé. Il y a des façons de faire, mais voilà, la réalité du covoiturage, c'est que ça ne diminue pas les émissions pour l'instant. Puis ensuite, la question, c'est la sobriété. C'est bien, il y a des gens qui veulent être sobres, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être sobres et qui n'ont pas un mode de vie sobre. Et qui, bah, il est difficile de convaincre. Si on ne convainc pas 99% des gens, ben, on n'arrivera pas au but. Alors, la décroissance, là, je considère que c'est une voie sans issue. Comment est-ce qu'on divise les émissions brutes de GES par 8 à 12? Parce que pour arriver à zéro émission nette, il faut diviser les émissions brutes par environ 10. Ça dépend de la force et de la résistance de nos puits forestiers et océaniques pour absorber les émissions. Mais voilà, diviser les émissions par 10, si on ne peut pas les découpler de l'économie, c'est-à-dire qu'il faut diviser l'économie par 10. C'est pas juste plus de croissance, parce que ça, plus de croissance, on y arrive malgré nous. C'est plutôt diviser l'économie par 10. C'est évidemment totalement illusoire. Et même si juste avec une croissance nulle, pour que tout le monde ait accès à un minimum, là qui est fixé à 13 euros par jour, c'est 400 euros par mois dans le monde, etc. Bon, bah, pour y arriver, il faudrait que le quart aisé de l'humanité, un peu plus de 25% de la population mondiale, diminue son niveau de vie des deux tiers. Et évidemment, plus ils sont riches, plus ce pourcentage augmente. Voilà. Donc la probabilité que quelque chose comme ça arrive est extrêmement faible, je dois le dire. Mais heureusement, on peut découpler l'économie et les émissions. Alors, on n'est pas encore arrivé au plan global, c'est le découpage absolu n'a pas encore eu lieu, mais on y arrive. Regardez alors sur l'Union européenne, malgré tout, quand même, on a augmenté le PIB depuis 90 de 70% et on a divisé les émissions territoriales de plus de 30% et les émissions, l'empreinte territoriale de 20%. Hein, donc tout n'est pas. Il y a une partie qui est due à la perte de l'industrie, au déplacement de l'industrie avec des produits importés. Donc c'est pour ça qu'on regarde aussi les émissions sur la consommation, c'est-à-dire l'empreinte. L'empreinte CO2, elle a moins diminué que les émissions territoriales, mais elle a quand même diminué de 20%, tandis que le PIB a augmenté de 70%. Donc c'est bien un découplage. Et au niveau si je regarde l'atelier du monde, le pays où on a délocalisé volontairement ou pas un certain nombre de nos productions, bah, lui-même est maintenant dans une quasi-stabilité de ses émissions de CO2. Bien qu'il construise des centrales à charbon, il construit tellement de solaire et d'éolien. Et puis, il y a un ralentissement aussi de sa production de ciment et d'acier parce qu'il y a la bulle immobilière qui éclate et le ralentissement de la croissance comme dans les pays industriels développés. Eh bien, voilà, on a maintenant une baisse des émissions, un début de baisse des émissions de CO2 en Chine. Et donc, les émissions mondiales de CO2, je parle vraiment de celles qui sont liées à l'énergie et à l'industrie, je ne parle pas de la déforestation, ont probablement atteint leur pic mondial. Voilà, on pourra être sûr dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et c'est la première fois que ça arrive hors Covid ou hors crise financière. Voilà. Donc c'est quand même très important. Et j'ai toute raison de penser que ça continue. Si je regarde les investissements dans la transition, ils ne cessent d'accélérer. Hein. Là, c'est le solaire qui est passé en tête. Ensuite, pour l'électricité, c'est le solaire, les réseaux, l'éolien. Voilà, derrière, il y a encore un peu de charbon, il y a du nucléaire qui a remonté. C'est quand même assez important. La batterie storage aussi qui augmente. Si je regarde l'ensemble du secteur énergie, bah, les renouvelables sont passés au-dessus du pétrole. Réseau et stockage, c'est passé, et énergie efficiency, c'est passé au-dessus du gaz. Électrification, c'est passé au-dessus du charbon, etc. Voilà, donc il y a quand même un chiffre dans les investissements qui est très important. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas depuis 2 ans en France, avec ce qui s'est passé quand Gabriel Attal a remplacé Elisabeth Borne, et puis ce qui s'est passé surtout aux États-Unis avec Trump, le deuxième mandat de Donald Trump, on a
une contre-offensive extrêmement forte des lobbies pétroliers, parfois renforcée par les fanats du nucléaire exclusif et parfois renforcée par les décroissants. Ça peut faire dérailler la transition énergétique. En tout cas, ça nous fait perdre du temps, ça c'est sûr, et c'est extrêmement dommage. Voilà. Euh, je vais m'arrêter là pour l'instant et remercier de votre attention. Je suis à même de répondre à vos questions. J'ai un petit complément si nécessaire sur l'industrie, mais voilà, la parole, je vous la rends. Merci à tous. Merci Cédric pour cette présentation exhaustive. Pour démarrer la séance de questions-réponses, moi j'en avais une. En fait, on voit bien que la part des énergies vertes dans la production d'énergie au pluriel augmente et c'est tant mieux. En revanche, ce qui augmente aussi, ce sont les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Alors non pas qu'elles soient à l'origine de cela, simplement comment fait-on au moment où on investit énormément d'argent dans l'énergie éolienne, solaire au pluriel, dans la valorisation de la biomasse, etc., comment fait-on pour réduire la part des énergies fossiles? Comment fait-on pour financer le déclassement de milliers de centrales électriques qui consomment du charbon, du lignite ou du gaz naturel? Comment fait-on pour réduire la part du pétrole consacré à la production de plastique, etc. Alors, tu dis que les émissions anthropiques augmentent. Je suis plus nuancé. Je pense pour moi qu'elles ont cessé d'augmenter. Et d'ailleurs, de ces dernières années, elles ont augmenté nettement moins vite que la consommation d'énergie, la consommation d'électricité. On dit toujours, il n'y a pas de transition parce que la consommation des fossiles continue d'augmenter. Comme si, au fond, le- la substitution en pourcentage, en part, n'avait aucun sens. Elle en a évidemment, parce que c'est deux réalités. La même réalité a deux formes différentes. Une forme en valeur absolue, et je t'accorde que pour le climat, ce qui compte, c'est la valeur absolue, et la valeur relative, euh, euh, on dit c'est pas important, mais c'est important quand même, parce que s'il n'y avait pas cette substitution en valeur relative, il y aurait une augmentation en valeur absolue qui aurait été beaucoup plus importante. Donc, en fait, on a moins d'augmentation que ce qu'on aurait eu sans ça. Et maintenant, on arrive à un point, je pense qu'on est au pic des fossiles. Il a été atteint déjà il y a longtemps en Europe et aux États-Unis. Il est maintenant atteint en Chine et c'est toute la différence parce que euh, euh, la Chine était la principale source. Alors, il y a d'autres, il y a l'Indonésie, il y a les dragons asiatiques, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique latine, mais quand même la Chine, par son simple volume, était la source principale de croissance des consommations fossiles et maintenant c'est apparemment depuis plus d'un an, c'est fini. Et c'est fini parce qu'il y a deux choses qui se conjuguent. Une chose qui est donc la bulle immobilière. Donc ça baisse la demande de charbon pour faire de l'acier et pour faire du ciment. Et puis les émissions de procédés. Et puis, évidemment, sur l'électricité, là, c'est tout à fait net. Alors, on construit des centrales à charbon, mais leur taux d'utilisation diminue. Il était à 70%, il est maintenant à 55%, il va passer en dessous de 50% avant longtemps. Et au fond, pourquoi? Parce que n'ayant pas de gaz, les Chinois vont faire jouer au charbon le rôle que nous allons faire jouer en Europe au gaz, celui de soutien des renouvelables durant les périodes avec trop peu de vent et trop peu de soleil. Même dans un scénario 100% renouvelable, il y a un résidu qui à terme fait 5%, euh, entre 2 et 10%, disons, hein. Il y a un résidu d'énergie qui doit venir d'une centrale thermique, parce que sinon, il faut trop surdimensionner l'éolien et le solaire pour répondre aux besoins dans les périodes d'hiver où il n'y a pas assez de soleil, et enfin, il y en a quand même pas mal, j'y reviendrai. Et il n'y a surtout pas assez d'éolien parce qu'il y a un anticyclone sur une zone large, etc. Même avec les échanges. Bon, avec les échanges, on atténue un peu les trucs, mais voilà, on ne répond pas à tous les besoins. Donc, il faut brûler quelque chose. Donc là, nous, on va faire ça avec du gaz, et c'est pas très grave si on fait ça jusqu'en 2045 à peu près avec du gaz fossile. Après, il faudrait passer à un gaz non fossile. Bon, bah, les Chinois vont faire ça avec du charbon d'abord.
Voilà. Pour l'instant, ils ont encore beaucoup de charbon dans leur mix, mais ça baisse constamment. Le contenu carbone de leur kilowattheure ne cesse de diminuer. Et ça va diminuer vite parce qu'ils mettent la moitié de l'éolien et du solaire mondial chez eux. Et voilà, et chaque, chaque terawatt de solaire qu'on va installer, c'est 2,5% de la production mondiale d'électricité derrière, qui cesse d'être fossile. Ça va aller assez vite, ça va relativement vite. Voilà. Après, ce qui va moins vite, c'est l'électrification de tout. Alors, ça va assez vite, enfin, ça va vite, ça va jamais assez vite, mais ça avance pas mal pour les transports. Euh, pour l'industrie, il y a une partie qui est déjà électrifiée pour des raisons de commodité, de simplicité, d'efficacité. Il y a des morceaux qui sont plus compliqués à électrifier, mais on peut presque toujours électrifier, que ce soit le ciment, que ce soit l'acier, que ce soit les plastiques. On peut. La difficulté, là, je dirais, elle est économico-politique. C'est-à-dire, pour y arriver, il faut pas donner des encouragements à ceux qui font du fossile ailleurs. Il faut éviter la fuite de carbone. Hein. Si ça nous coûte trop cher, euh, si ça augmente notre prix, bah, les mêmes produits sont produits ailleurs et dans des conditions plus mauvaises du point de vue du CO2. Donc on peut avoir des fuites de carbone à vouloir trop bien faire. Donc c'est pour ça qu'il faut des accords internationaux sectoriels, comme celui qui a été esquissé sur le transport maritime international au sein de l'IMO et qui malheureusement a échoué à la dernière minute sous la pression américaine. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation où on n'a plus du tout de coopération commerciale internationale. On est dans un monde quasiment post-OMC, bien que l'OMC existe toujours, avec les barrières douanières de Trump, etc. Donc on est dans cette conflictualité-là qui rend difficile d'avancer sur l'industrie. Mais ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique et économique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des indicateurs qui sont trompeurs? Je veux dire, si on revient à l'exemple chinois, c'est clair que l'intensité carbone du secteur électrique chinois diminue. C'est clair qu'il y a un investissement considérable en faveur des énergies renouvelables, les éoliens et photovoltaïques en prime. Simplement, l'an dernier, ils ont quand même entamé la construction de 100 gigawatts de centrales au charbon. 100 gigawatts, c'est presque l'équivalent de la totalité du parc de production français. Donc, bien sûr que le chiffre global en intensité diminue, simplement les émissions du secteur vont aussi fortement progresser. Elles ont progressé, mais elles ont cessé de progresser depuis mars 2024. Oui, parce qu'il y a Donc, parce qu'il y a une crise, il y a une crise de l'immobilier, de la construction et donc de la production de charbon, de ciment. Mais est-ce qu'on n'est pas du tout certain que ce soit un ralentissement structurel? Ça peut être purement conjoncturel. On n'en sait rien aujourd'hui. alors, je ne crois pas. D'abord, c'est tout à fait structurel dans l'électricité. C'est un ralentissement qui se compose qui a deux causes. Une cause, effectivement, qui est la crise de l'immobilier. Et il y a un tel surplus elle va sûrement durer, en tout cas, un certain nombre d'années. Donc, là, il y a quand même une cause bon, qui est peut-être conjoncturelle, mais qui est peut-être structurelle, je ne sais pas. Euh, dans les pays industriels, je veux dire, en gros, la Chine, c'est un pays en développement qui a accédé ces dernières années au stade de pays industriel. Une fois qu'on est dans un pays industriel, ben, on construit plus beaucoup. Hein. C'est pour ça que la croissance est atone en Europe. C'est parce que quand le bâtiment va, tout va, et quand le bâtiment va pas, ben, rien ne va. Donc on construit plus beaucoup et donc voilà, on a beaucoup moins besoin de ciment et de béton et d'acier. C'est le cas chez nous. Et ça va être le cas en Chine inéluctablement. Après, c'est pas le cas je veux dire, il y a encore des potentiels de croissance en industrie lourde en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Hein. Donc je dis pas que l'histoire est finie. Si on a demain un géant comme la Chine qui naît en Afrique, voilà, on peut avoir au plan mondial, les choses sont pas dites, la messe n'est pas dite. Mais voilà, là, et puis dans l'électricité, c'est structurel, c'est-à-dire que malgré la construction des centrales à charbon, la consommation de charbon diminue dans la production d'électricité en Chine. D'abord, on remplace des vieilles centrales par des centrales neuves plus efficaces, donc c'est pas que négatif. Et surtout, ces centrales ont de moins faire du base load et de plus en plus pour faire du fonction, de faire la dentelle quand il n'y a pas assez de renouvelables.
je, je, je dis ça, je pense quand même qu'il y a des dynamiques qui expliquent qu'ils en font autant, qui sont pas complètement rationnelles et qui s'expliquent par des tensions entre régions et entre, voilà, hein, il y a des régions où l'emploi dans le monde minier, c'est très important et donc on construit et je suis pas sûr que les consignes du pouvoir central soient celles-là. Mais bon, euh, je pense que c'est compliqué la Chine. Mais C'est compliqué la Chine. voilà. Il y avait une question sur la hiérarchisation des actions pour décarboner notre société. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de stratèges raisonnent en prenant en compte un indicateur qu'il faut manier avec précaution, qui est le pouvoir de réchauffement global des gaz à effet de serre. Si on prend ces PRG tels qu'ils sont édictés par le dernier rapport du GIEC, la R6, le PRG du méthane est à 28 sur un siècle, mais le méthane ne reste pas un siècle dans l'atmosphère, il reste une petite dizaine d'années. Si on recalcule le PRG, on se rend compte qu'il est de 86 et pas de 28, et donc la part du méthane dans le réchauffement du gaz à effet de serre est euh, légèrement en deçà de 40%. Est-ce qu'il faut, parce que ça ne plaide pas en faveur d'actions vigoureuses et très rapides, d'élimination des fuites de méthane par exemple, de la fin du torchage de routine et du venting des canalisations, pour réduire sensiblement notre contribution à l'effet de serre de façon économique, rapide et efficace. Alors, je vais te faire une réponse oui et non. Oui, oui, il faut agir rapidement sur le méthane parce que c'est des sources d'émissions qui sont à portée de la main. Je crois avoir montré dans l'image du GIEC là, qu'il y avait, c'est la troisième action, hein, les fuites de méthane dans l'exploitation des fossiles. C'est la troisième action, c'est le troisième potentiel d'action à court terme, c'est-à-dire à échéance 2030. C'est 2 milliards de tonnes d'équivalent CO2 qu'on peut réduire à des coûts plutôt faibles. Euh, voilà, ça vient derrière l'éolien et derrière le solaire. Je ne suis pas trop favorable. euh, je pense que le potentiel de réchauffement global qui a été choisi par les conventions, hein, donc l'ensemble des parties du monde, l'ensemble des pays du monde ont choisi la vision à 100 ans pour de bonnes raisons. La bonne raison est la suivante, c'est que si tu regardes le potentiel à 20 ans, tu élimines arbitrairement 80% du potentiel de réchauffement global du CO2. Faut bien voir ce que ça impliquerait de remplacer cet horizon temporel du potentiel de réchauffement global. Ça équivaut, ça accable effectivement le méthane, ça met l'accent sur le méthane, ce qui n'est pas inintéressant, mais ça exonère le CO2. Et comme c'est utilisé dans les articles 6, etc., dans les évaluations des différents pays, ça veut dire que tu agis un peu sur le méthane et du coup, tu as le droit, par rapport aux engagements que tu as pris, tu as le droit de rien faire sur le CO2. Et donc, ça te saute à la gueule après 20 ans. C'est-à-dire que or, c'est pas, tu rattrapes pas le CO2 qui est dans l'atmosphère. Donc, c'est un piège. C'est un piège. C'est quelque chose dont je me méfie énormément. Donc, moi, je dis oui, il faut agir sur le méthane, mais non, il ne faut pas changer le potentiel de réchauffement global. Euh, Parce qu'il y a une vraie asymétrie. Le potentiel de réchauffement global à 100 ans, il prend en compte la totalité du potentiel de réchauffement du méthane. Le potentiel à 20 ans, il prend en compte 20% du potentiel de réchauffement du CO2. Donc, c'est tragique. Voilà. Donc ne commettons pas cette erreur. Alors, question de Lucie Perola de RSE Data News. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, très bien. Ok, ok. C'était juste, d'abord, c'était des demandes de précision pour comprendre sur la slide qui présentait le potentiel de renouvelables en multiple de la demande par pays. Oui. Je me demandais un peu si vous pouviez préciser comment c'était calculé, quoi, quelques éléments pour un peu mieux comprendre. Et deuxième, j'en profite pour une deuxième question de précision, c'était pour savoir dans quel pour le scénario net zéro d'EDF. Je crois que c'était à l'échelle européenne leur scénario et de quand datait la présentation et à quelle occasion. Ça, c'était juste des précisions.
Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question. C'est une présentation de mars 2024 à Bruxelles du groupe EDF. Voilà, et le jeu de slides complet si vous le voulez à votre disposition. Ce serait intéressant que vous le demandiez à EDF, d'ailleurs, de voir s'ils l'ont encore ou s'ils l'ont égaré. Je n'ai pas le souvenir d'avoir suivi, mais je pourrais retrouver et voir. Oui. Voilà, enfin, si vous le trouvez, si EDF ne le trouve pas, moi je le trouverai. D'accord. Euh, j'ai la présentation originelle. Ensuite, sur ce schéma, euh, ce qui est calculé, c'est le potentiel technique des énergies renouvelables est mis en rapport avec la demande finale d'énergie dans ces pays aujourd'hui. Donc, Mm. c'est un calcul de ratio. Et en gros, le ratio, on a considéré que c'était suffisant quand c'était 10 fois, ça faisait 10 fois la demande d'énergie, que c'était abondant quand ça faisait plus de 100 fois, plus de 10 fois ou plus, hein, que c'était abondant quand ça faisait 100 fois ou plus, et que c'était super abondant quand ça faisait 1000 fois ou plus. Donc, vous avez des pays qui ont une ressource solaire démente, c'est le cas de l'Australie ou de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique du Nord, par rapport à leur demande totale d'énergie. Vous savez que l'Australie, c'est grand comme les USA, mais il y a 10 fois moins de monde. Euh, bon, vous Le, avez l'Amérique latine dans ce cas-là aussi, etc. Euh, le après, potentiel vous avez... technique, pardon, excusez-moi, Pardon? je vous interromps, excusez-moi, et le potentiel technique, comment on calcule les capacités de construction, développement? Alors, non, on ne calcule pas les capacités de construction. On calcule, euh, il faudrait se référer à l'ensemble du papier du RMI, alors pour vous répondre avec plus de précision. Euh, je pense qu'il y a un élément de surface du pays et d'intensité du rayonnement ou d'évaluation du potentiel technique éolien il y a toute une littérature qui s'appelle de RI Analysis qui donne des potentiels techniques par pays. On sait que le potentiel est abondant au Maroc, voilà, et puis super abondant. Ça tient aussi, l'Afrique par exemple, les zones d'Afrique dans le super abondant, c'est essentiellement du solaire, et c'est aussi lié au fait que la consommation d'énergie est relativement faible dans ces pays, hein. Euh, Ça changerait de couleur si on supposait la consommation des, des Américains moyens pour tous les Africains. Je pense que ça passerait peut-être du super abondant à l'abondant. Mhm. Mais voilà, on est quand même dans des ratios confortables. Et puis, on a des pays qui sont à moins de 10 fois. Mais ça veut dire que pour eux, c'est un peu plus difficile de faire tout avec des renouvelables. Euh, et ça laisse l'idée que bah, peut-être il serait raisonnable de ne pas viser une autonomie renouvelable à 100%, mais de viser une autonomie pour tout ce qui est consommation directe d'électricité, mais ce qui peut être capturé dans quelque chose qui peut voyager facilement. Donc, c'est pas de l'hydrogène, mais ça peut être par exemple l'aluminium. Souvent, on en fait beaucoup au Canada ou en Islande parce qu'il y a de l'hydroélectricité et on le distribue dans le monde entier. Bah, c'est mieux de faire de l'aluminium en Islande avec de l'hydroélectricité que de la faire chez nous avec du pétrole ou du charbon, hein. Voilà. Puis peut-être que nous, on n'aura pas assez d'énergie renouvelable pour faire aussi notre aluminium et par extension notre ammoniac pour les engrais azotés, notre fer pré-réduit pour notre sidérurgie, etc. Peut-être qu'il faut voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Il y a des pays, alors la France est pas mal pourvue, hein, on est dans les suffisants. Mais si, voilà, par exemple, regardez, ça manque un peu de détails, c'est-à-dire qu'on est dans les suffisants, mais on sait qu'aujourd'hui, les renouvelables sont 2 fois moins chers en Espagne. Euh, Mhm. Hein, voilà, donc il y a quand même après des calculs économiques qui vont faire qu'on va se dire, bah là je veux être souverain ou là j'accepte de pas l'être parce que j'ai beaucoup de fournisseurs qui peuvent faire pour beaucoup moins cher et je préfère voir avec eux.
Enfin, je crois qu'en France, le plus grand producteur d'aluminium, il s'approvisionne directement à la centrale nucléaire de Gravelines et pas, il Oui. n'utilise pas de pétrole. J'avais une question sur le devenir des politiques énergétiques, peut-être françaises et allemandes, pour comparer. Euh, Est-ce qu'on peut craindre comment dire, un enlisement de ces politiques énergétiques, puisque tous les deux visaient la décarbonation au mi-temps du siècle, et on voit que pour ce qui est de la politique électrique française, on misait beaucoup sur un fort accroissement de la consommation d'électricité pour décarboner l'industrie lourde, pour électrifier un certain nombre d'usages dont la mobilité terrestre. Bon, on voit aujourd'hui que les chiffres qui avaient été avancés par RTE sont totalement hors de portée. On ne fera jamais 50% de croissance de la consommation d'ici à 2035. Donc, est-ce que ça, euh, comment dire, fragilise la programmation pluriannuelle de l'énergie et le développement des énergies renouvelables qui étaient prévus? De l'autre côté du Rhin, on voit que pour alimenter sa politique énergétique, le gouvernement allemand mise désormais sur la construction d'un certain nombre de capacités électriques au gaz. Est-ce que là aussi, ça ne fragilise pas la transition énergétique des deux côtés du Rhin? Alors, bon, d'abord, c'est sûr que dans un système 90% renouvelable, euh, il vaut mieux avoir des centrales d'équilibrage au gaz que des centrales d'équilibrage au charbon. Donc, c'est la poursuite de la décarbonisation malgré tout, qui emprunte la voie paradoxale de centrales à gaz qui ne sont pas supposées fonctionner en baseload du tout, ni même en mid-merit, mais qui sont supposées fonctionner uniquement durant ce qu'on appelle les Dunkelflaute en Allemagne, c'est-à-dire les périodes de sombre marasme. Ça, c'est la première chose et qui sont d'ailleurs en principe construites pour être éventuellement convertibles à l'hydrogène vert dans un avenir pas trop lointain. Euh, Maintenant, le vrai risque est politique. En France, on a, comme tu l'as rappelé à juste titre, du nucléaire qui nous permet de faire, y compris de l'aluminium. Mais on ne sait pas pour combien de temps on a ce nucléaire, on ne sait pas combien de temps on pourra prolonger la durée de vie des centrales. On a, je serais prudent sur les projections de consommation parce que euh, une semaine on lit que, comme tu le dis, jamais les projections de RTE ne vont se réaliser dans une échéance aussi brève. Et la semaine d'après, on lit que bah, les centres de données et l'intelligence artificielle, c'est un problème climatique monstrueux qui va faire qu'on va manquer d'électricité pour décarboner la France. Alors, il faut choisir entre ces deux théories, elles sont pas compatibles simultanément. Et en réalité, RTE a des demandes de connexion extrêmement fortes dans un délai de moins de 10 ans pour un certain nombre de choses, des centres de données bien sûr, mais aussi des usines qui vont fabriquer euh, des modules photovoltaïques ou de l'hydrogène pour faire de l'acier sans carbone. Et c'est des demandes qui se mesurent en gigawatts à chaque fois. Donc, il faut être un tout petit peu plus prudent sur l'évolution de la consommation. C'est vrai que depuis la crise, depuis la guerre que la Russie livre à l'Ukraine, bah, on nous a demandé et les Français ont répondu faire des économies d'électricité. Aussi parce que il y avait des prix qui s'envolaient, ça a détruit de la demande qui n'est pas toujours revenue. Mais voilà, il faut quand même être prudent là-dessus. Euh, la vraie question est la stupidité qu'il y aurait à arrêter le développement des renouvelables, comme l'ont proposé un certain nombre de gens, comme le propose le Rassemblement national et un certain nombre de gens chez les Républicains, alors qu'on est dans l'incertitude quand même très grande sur l'avenir du nucléaire existant. Combien de temps on peut le prolonger, on ne sait pas. Et l'avenir du nucléaire neuf, combien de temps il faut et à quel coût et dans quelles conditions de financement on peut financer des réacteurs nouveaux, on ne sait pas non plus.
Donc l'incertitude est du côté du nucléaire, et donc il serait ce qui met le plus à risque, je pense, la décarbonation par l'électrification, c'est la possibilité que ces gens arrivent au pouvoir et nous bloquent pendant 10 ans sur des projets excessivement risqués, dont on ne sait pas s'ils déboucheront un jour. Non, je te suis tout à fait sur le fait qu'il faut manier les chiffres de prospective avec de grosses pincettes, mais je me réfère aussi à ce que dit Thomas Vérin, donc le patron de la stratégie du RTE, qui dit qu'on a probablement très largement surestimé les besoins en électricité des data centers en particulier, puisque ce qu'il constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de demandes doublonnes qui ont été faites par les développeurs de ces centres de données et qu'il est très sceptique quant au fait que tous les projets annoncés verront effectivement le jour. Donc Oui, C'est oui. RTE lui-même qui dit que on a probablement surestimé de ce côté-là euh, la, la, les demandes à venir de surconsommation d'électricité. Non, non, mais je suis d'accord. Les projections qui ont été faites dans Futur énergétique 2050 en 2021 et même celles qui ont été faites dans le bilan en 2023 sont aujourd'hui probablement surestimées. Oui, oui, je suis bien entendu. Mais voilà, est-ce qu'on peut penser que la stagnation qu'on a constatée jusqu'il y a quelques mois est appelée à durer? Je ne le crois pas d'ailleurs. Il y a déjà un certain redémarrage. Donc voilà, on ne sait pas exactement quelle sera cette consommation. Je pense que la vraie question à terme est de savoir si on va pouvoir reprendre la marche de l'électrification de l'industrie en plus de celle des transports, ou si on va arrêter celle des transports de façon stupide euh, en disant bah non, non, on revient au thermique. Est-ce qu'il y Voilà toute la a tentation. d'autres questions, d'autres remarques, des suggestions? Ou est-ce qu'au bout d'une heure, nous devons considérer que la discussion est close? Je crois Alors, que je veux bien reprendre la main. Lucie, oui. Euh, J'aurais bien aimé, parce que vous avez évoqué vos divergences de vision avec des acteurs comme Philippe Biwix ou Jean-Marc Jancovici. Euh, je ne vais pas avoir précisément des chiffres et leurs arguments précis en tête, mais j'aurais bien aimé si vous pouviez nous dire le plus objectivement possible les divergences de vision euh, et de compréhension des problèmes, Oui, notamment à la oui, bien production. sûr. Alors, bon, c'est exprimé assez exactement dans le livre, hein. Je reprends des choses qu'ils ont dites ou écrites. Et je montre en quoi elles passent à côté de l'essentiel. Philippe Biwix nous dit, oui, le potentiel solaire est très important, mais il faudrait, non, je sais plus ce qu'il dit, il faudrait 150 ans au rythme actuel pour que le solaire fasse la production d'électricité de 2018. Bon, bah, il n'a pas vu, et beaucoup de gens n'ont pas vu, que le développement des renouvelables entrait dans une phase extrêmement rapide. Et donc, il se base sur des chiffres qui ont 10 ans et qui ne sont pas du tout à l'échelle de ce qui se passe aujourd'hui dans ce domaine. Euh, je remarque que, alors, Servigne, ils ont noté une certaine accélération, mais ils disent quand même, ce ne sera jamais assez. Voilà. Il y a une espèce de sentiment que c'est renouvelable. Puis alors, toute cette histoire d'imbrication des énergies, beaucoup développée par Jean Covici et par Fressoz, qui est de dire, voilà, comme dit Fressoz, comme dit Jean Covici, il faut du pétrole pour faire des modules. Alors, c'est pas vrai, il faut un peu de pétrole pour les transporter, il y a une part qui est faite avec un peu de charbon. Euh, et donc, si le pétrole disparaît, toutes ces énergies disparaissent aussi et elles cesseront d'être bon marché. Je pense que cet argument n'a aucune validité. D'abord,
précisément parce qu'on développe les renouvelables, la demande adressée au charbon s'effondre et la demande adressée au pétrole va commencer à se réduire. Donc, ce qui va ménager les ressources de pétrole. Donc, on ne va pas être sur cours de pétrole rapidement. Et ensuite, et surtout, pour fabriquer les modules, on fait de moins en moins appel aux énergies fossiles. Euh, alors, il y a encore, évidemment, il y a les grues qui dressent les éoliennes, elles marchent encore au pétrole. Et si on n'avait pas du tout de pétrole, on serait embêté. Mais, comment dire, il se place dans la fiction théorique euh, d'un monde qu'il faudrait entièrement créer avec des renouvelables. C'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est une transition, c'est pour ça on passe d'un système dans l'autre. Et dans ce système, les énergies fossiles sont encore utilisées, y compris pour accoucher du monde nouveau. Et donc, d'ailleurs, on en reproche assez, puisqu'on dit oui, alors il y a un bilan. Moi, je dresse le bilan des modules photovoltaïques. Je montre que les modules photovoltaïques aujourd'hui sont euh, vraiment réduisent les émissions, mais leur fabrication, ça provoque des émissions. De même que la fabrication des voitures électriques, aujourd'hui, ça fait des émissions. Euh, voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma conclusion avec le paradoxe d'Achille et la tortue. Ils font penser vraiment à Zénon d'Élée qui disait le mouvement est impossible parce que si Achille court après la tortue, le temps qu'il arrive là où la tortue était au départ, la tortue elle aura avancé, donc il ne peut pas la rattraper. Et puis quand il fait à nouveau le mouvement pour aller la rejoindre, elle aura encore avancé, donc il ne peut jamais la rattraper. Dans la réalité, on sait bien que le lièvre rattrape la tortue, sauf si il batifole en route. Voilà. Donc c'est des sophismes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sophismes, sans parler des gens qui prennent alors des chiffres très, très anciens. Paris, par exemple, pour expliquer que le renouvelable, c'est pareil, ça ne fera pas le boulot. Il prend il nous raconte que le retour énergétique du photovoltaïque, c'est entre 1 et 2. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait, à l'écouter, entre 15 ans et 30 ans pour que le photovoltaïque rembourse sa dette énergétique. C'est complètement faux. Il faut moins d'un an aujourd'hui. C'est des chiffres qui ont été repris de sceptique en sceptique autour de papiers qui se citent mutuellement, mais qui ne retournent jamais à la réalité industrielle et qui renvoient à la réalité industrielle des années 90. C'est complètement absurde. Voilà, si on jugeait la Tesla d'aujourd'hui en disant c'est la jamais contente de 1900. Ben non, c'est pas la même technologie, c'est pas tout a changé. Ok. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense, oui, j'ai pas suffisamment en tête tous leurs arguments pour pouvoir beaucoup rebondir, mais ça m'éclaire en grande Mais partie. vous pouvez demander le livre ou je peux vous envoyer le Je l'ai PDF. demandé, mais je l'ai pas eu. Vous l'avez pas Franchement. eu? Non. C'est une honte. Vous l'avez demandé il y a longtemps? Oui, j'ai demandé il y a longtemps. Hein? Je vais relancer, je vais revoir. Oui, moi aussi, Ah, j'avais demandé à l'éditeur. Heureusement que c'est j'ai eu le vrai? PDF avant. Je suis vraiment navré. Je sais que l'attaché de presse est en congé maladie, c'est très mal tombé pour mon livre. Ah, Je vais essayer de voir ce qui se passe, mais en tout cas, je suis à votre disposition pour vous envoyer le PDF. Après, vous pouvez vous prendre et ok. chercher les noms des auteurs et vous trouverez toutes les citations et toutes les réfutations. Je veux bien, je vous recontacte après. Je vais faire ça. Y a-t-il d'autres questions? Hop, il y avait une question d'Esther Hamar, mais qui a dû partir, qui s'interrogeait sur le fait, en gros, le financement des réseaux. On a beaucoup parlé de production, on n'a pas parlé ni de transport d'électricité ni de distribution. Sont-ce Oui. les oubliés de la transition ou à contrario, est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est en cours? Oui, oui, c'est plus que prévu, aussi bien au plan français qu'au plan européen, par RTE et par le réseau des réseaux européens, enfin le réseau des gestionnaires de réseaux européens. Oui, les investissements sont très importants. Ils sont dus au fait que on a des réseaux vieillissants, donc pour une bonne part, il faut renouveler pour qu'ils tiennent le coup. Vous savez, on a encore beaucoup de fils qui sont ce qu'on appelle des fils imprégnés, c'est des fils avec des isolants en papier imprégné d'huile. Enfin, voilà,
Mm. C'est des trucs qui sont là depuis 50, 60, 70, 80, 100 ans. Euh, on a des nouveaux consommateurs, les bornes électriques, les tubes de recharge, les centres de données. Et on a une répartition qui change sans cesse de la demande. Et puis on a des nouveaux producteurs, donc on n'est plus dans une situation où on a 50 ou 100 centrales ou 200 centrales centralisées. On a des millions de producteurs et autoproducteurs, des milliers, des dizaines de milliers d'éoliennes sur un réseau de distribution, des grandes centrales parfois pour l'éolien offshore ou les grandes centrales au sol sur le réseau de transport, etc. Donc ça change tout le temps, la géographie change tout le temps. Et donc les réseaux doivent suivre, s'adapter. On développe les interconnexions avec l'étranger pour jouer sur les différences de tempo sur la demande et sur le vent ou sur le soleil. Voilà, donc oui, les réseaux sont importants et ils changent tout le temps, donc c'est un effort continu d'adaptation. Puis il faut qu'ils viennent bidirectionnels, parce que demain, voilà, il y a les panneaux qui injectent sur le réseau, il y aura les batteries des voitures électriques qui, à l'occasion, réinjecteront sur le réseau ou dans la maison, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de changements qui se font en même temps. C'est d'ailleurs une des difficultés, c'est qu'ils ne se font jamais assez vite et vous avez beaucoup de projets qui sont construits mais qui attendent leur raccordement ou qui Mm. attendent la promesse du raccordement pour être construits alors que les autorisations sont acquises. Dans le monde, ça représente des quantités de projets considérables en éolien et en solaire. Oui, c'est même un motif de colère de la part de beaucoup de développeurs, même en France, où il y a des endroits où il faut jusqu'à plusieurs années pour Oui, être raccordé au réseau de transport ou de distribution. voilà. Mais maintenant, on ne peut pas dire de façon générale les réseaux sont Non, bien sûr. saturés. C'est un peu excessif, mais voilà. Ça arrive dans certains endroits. Y Oui. a-t-il une ou deux dernières questions? Une fois, deux fois, trois fois. Alors, je crains que non. Alors, je vais clôturer ce webinaire en remerciant vous tous et Cédric en particulier d'y avoir assisté et contribué. Donc, en espérant que le service de presse de l'éditeur sera plus réactif désormais. Écoute, je vais t'envoyer, Valérie, un PDF Ah, moi, je l'ai qu'on le a PDF, tu me corrigé. l'as déjà envoyé, mais Et je vais te le renvoyer parce qu'on a corrigé une ou deux ah coquilles. d'accord, Donc, il sera même supérieur au livre imprimé avec deux coquilles en moins. magnifique. Et tu peux le donner à tes interlocuteurs sans problème. Tes D'accord, interlocuteurs journalistes, mais où tu les renvoies vers moi et je leur donnerai. Voilà, ok. bien entendu. Et Merci pour le à livre vous. imprimé, je vais voir avec l'éditeur ce qui se passe. Merci à vous tous et tous, et puis rendez-vous probablement après la COP 30, puisque d'ici là, nous bellimisons. Bonne Bon journée à toutes voyage. et à tous. Au revoir.